Bienvenue en Algérie, bienvenue dans ce massif mythique des Aurès pour cette nouvelle enquête d'Ushuaïa TV consacrée à Elma, l'eau en arabe, le seul carburant nécessaire à la vie à la fois de la nature et des hommes, un bien sacré dans la religion musulmane. L'exemplarité algérienne en matière d'accès à l'eau est maintenant reconnue sur la Alger, la capitale du plus grand pays d'Afrique, est passée des émeutes de la soif à l'eau H24 au robinet. Mais qu'en est-il dans le reste du pays, en particulier dans le sud? Les balcons du Roufi où nous nous trouvons marquent justement la frontière entre le nord et le sud de ce pays, avec l'apparition de ces palmiers qui témoignent de la présence d'eau en abondance aux portes du Sahara. C'est précisément dans les entrailles de ce plus grand désert du monde que nous allons tenter de pénétrer. Tout au long de ce périple de 2000 km d'Alger à Adrar, je serai accompagnée des croquis de deux dessinateurs de presse amoureux. L'un s'appelle Plantu, il est français, l'autre est algérien, il s'appelle Dilemme. Bon voyage. Au nom de ce bien commun de l'humanité, des hommes et des femmes parviennent à dresser des ponts de nos différences. Omar Arous fait partie de cela. Cet ingénieur originaire d'Adrar, dans le sud algérien, enseigne à l'Institut des sciences de la nature et de l'agroalimentaire de Bordeaux. Il m'a donné rendez-vous sur les rives de la Pimpine en compagnie de ses étudiants. Professeur Arous ? Bonjour. Bonjour. On m'a dit que vous étiez sur le terrain, je suis passée à l'école là, des sciences de la nature. Vous êtes parti jusqu'à là-bas, à Villeneuve. Oui, je suis passée d'abord. Heureusement que vous m'avez dit de mettre des bottes. Hein. Attention, oui, parce que là, on travaille dans l'eau. Bonjour. Bonjour. Ce sont les étudiants, bien sûr, nos étudiants de Gémois-Nanan qui travaillent dans l'eau. Les étudiants de Gestion et maîtrise de l'eau. Je pars là dans quelques jours. Je voulais absolument vous voir avant, parce qu'on m'a dit que vous aviez créé des passerelles entre votre ville natale, au cœur du Sahara, et Bordeaux. Alors qu'on a l'impression de ne pas voir un lien entre les deux. Pas franchement, non. Ah alors... si, il y a pourtant des liens. C'est-à-dire alors il faut voir que entre la région d'Adrar, au sud-ouest de l'Algérie, et la Gironde, on a une similitude au niveau du relief. On a deux régions qui ont un peu la même pente. Je parle du terrain naturel. Faire profiter la région d'Adrar de l'expérience girondine pour leur nappe, parce que eux, ils n'ont qu'une seule ressource. Et ils sont dans cette démarche-là, c'est-à-dire ils exploitent une nappe et on ne sait pas si elle est surexploitée ou pas. C'est vrai qu'elle est riche, cette campagne girondine, elle est pleine de vie, donc pleine d'eau. Oui. Hein? À Adrar aussi, il y a de l'eau. Hein. Mais pas comme ça, pas en eau de surface. Pas comme ça en surface. C'est une eau souterraine qu'on capte avec un système traditionnel qui s'appelle le Fougara. Le Fougara? Ouais. Donc finalement, il n'y a pas que votre chose qu'on vous a transmis. Il faut savoir que nous, je parle des gens des déserts, hein, et nous aussi, on était élevés dans ce sens-là. L'eau est une ressource rare. Et c'est d'ailleurs même dans les traditions et la religion, le gaspillage de l'eau est un péché. Il est déconseillé vivement de gaspiller de l'eau. Et vous avez gardé cette idée? On a gardé cette idée-là, même ici. Hein. Bon. C'est pour ça que vous faites tout ça finalement? C'est peut-être pour ça que je suis... J'ai envie d'y aller là maintenant, ça y est, vous m'avez donné envie. Hein. Les Fougara d'Adrar. Omar vient de me donner le but ultime de ma quête de l'eau en Algérie. Avant de partir, il me reste à rencontrer un autre spécialiste des ponts entre les cultures. Lui se sert de ses crayons pour les bâtir. En 2006, Plantu a créé avec la complicité de l'ex-secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, Cartooning for Peace. Plantu, bonjour. Bonjour.
C'est impressionnant de venir au monde toujours. Hein. Je suis contente de vous Ça connaître. fait juste que je travaille. En fait, hein. C'est Oui. vraiment. Bah, écoutez, moi j'avais envie de vous voir parce que je commence au tout début d'une enquête sur l'eau en Algérie. Alors j'avais vu votre échange et vos dessins que vous aviez fait aux Libertés à Alger, Oui. votre échange avec Dilem. Voilà. Et puis donc je sais que vous aimez ce pays. Et puis ce qui m'intéresse, c'est votre sensibilisation à cette question de l'eau. J'ai vu votre festival, là, Oui. Héros très libre. Oui, bah, Voilà. Voilà, exactement. Et je me suis dit que vous étiez la personne qui me permettre. des sujets comme le réchauffement climatique, comme l'avenir de l'eau, passionnants que les dessinateurs traitent, alors qu'ils ne sont pas des spécialistes. Mais eux, ils sentent que c'est le bon sujet qui permet de dialoguer avec des gens qui finalement vont être les décideurs au-delà des hommes et des femmes politiques. C'est-à-dire que les gens ils vont voter. Ces gens, c'est leur vie de tous les jours. Ils ouvrent le robinet. Le robinet, c'est comme un bulletin de vote. Tout le monde a un robinet et un bulletin de vote. Enfin bon, dans le meilleur des cas. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'en un dessin, vous disiez ce que représente pour vous ce tandem Algérie-eau, ressources en eau. L'eau, elle est très importante dans ce pays. D'ailleurs, le drapeau, il est normalement avec le croissant et puis une étoile. Et peut-être qu'un jour, ce sera peut-être une goutte d'eau à la place de l'étoile. J'essaie de faire le casse-bas. De rencontrer votre alter ego de liberté, là, Ali Dilem. Avec Dilem. Qu'est-ce qui caractérise Dilem? Il est caustique, vous m'avez dit? Caustique, il énerve tout le monde, il énerve le pouvoir évidemment, mais à la fois il aime son pays et il aime le dialogue avec les dessinateurs du monde entier et avec l'Europe. Il est en train de nous raconter tout simplement qu'un dessinateur, il est tout simplement un artiste qui a seulement envie d'être un passeur. Qu'est-ce que vous conseillez à la... Avec curiosité, avec tendresse, avec le plaisir de dire, bah voilà, je suis là pour apprendre. C'est toujours le petit message, il y a toujours un message quelque part. Alors j'espère qu'il flotte, hein, mais il y a toujours. Ce serait bien qu'on jette des petites bouteilles à la mer. Notre-Dame d'Afrique surplombe Alger-la-Blanche et ses paraboles. Quelle autre ville de ce continent est à ce point branchée, connectée au monde des hommes et des dieux en même temps? Entre les deux, l'eau en est l'un des liens sacrés. L'ablution est la moitié de la foi. Ce rite précède chacune des 5 prières quotidiennes. Mais avant 2006, on fait connaissance avec la SEAL, la Société des eaux et d'assainissement d'Alger, avec à la clé de l'eau H24 au robinet. Bonjour. Il fait chaud là aujourd'hui, hein? Il fait chaud aujourd'hui. Bien sûr. Combien je vous dois, monsieur? 30 dinars. 30 dinars? Oui. Ah, ça, bien. Oh, super.
C'est mieux ça? Ouais, c'est mieux ça? C'est bien fait. C'est important l'eau ici, hein? Bien sûr. Avant, le péole... Et maintenant, CEAL, c'est tous les jours, 24 sur 24. Un jour sur deux, il y avait de l'eau avant? Avant, oui. Mais comment on fait tourner un commerce comme le vôtre? Digérer quand même. Oui. Avec la citerne là-bas. Là-haut sur le toit? Ouais, ouais. Ah, merci, c'est bon, je vous ai... Ok, c'est la monnaie? Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. 30 centimes d'euros la petite bouteille dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas 350 euros. Depuis les grandes sécheresses du mois d'août, l'eau minérale n'est apparemment toujours pas à l'abri de Il y a un truc qui me frappe depuis que je suis arrivée à Alger, c'est la densité de population. Il y a du monde. Enfin, c'est quoi, 4 millions d'habitants? C'est 4 millions en journée, c'est 3 millions. 4 millions en journée, oui. Avec beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Et c'est cette population-là que la CEAL essaye de servir au mieux en termes d'eau, c'est ça? Oui, exactement. C'est ces 4 millions de personnes qui avaient besoin. Maintenant, non. Voilà, c'est ça. Centre de télécom. D'un système qui est très compliqué à Alger. Un centre de contrôle inauguré en 2008 par le président Bouteflika en personne. Professionnel de l'accès à l'eau depuis plus de 30 ans, Jean-Marc Yann manage une équipe de 5600 personnes, dont une vingtaine expatriés. Société de droit algérien, la CEAL a passé avec une grande entreprise française un contrat de management basé sur le transfert de technologie et la formation. Comment ça marche ça? Alors en fait, ça c'est une supervision en fait, qui nous donne une idée générale du fonctionnement. Il y a des ressources complètement différentes qui sont les barrages, qui sont l'eau souterraine et le dessalement de mer. Et ce centre de télécontrôle, il a pour objectif de superviser tout ça et de faire en sorte que si on a un incident, ça peut toujours arriver, la population ne le ressente pas. C'est ça l'idée. La confiance, c'est simple comme un coup de fil H24. Ces agents, rompus aux techniques de la communication, reçoivent en moyenne 1 millier d'appels par jour. On a mis à contribution la population en lui ouvrant un centre d'appel qui est sans doute le plus performant d'Algérie. Rentrer en contact facilement avec nous. Et alors ça nous a permis de recenser beaucoup de les citoyens. Et donc on a mis derrière une organisation pour être très réactif dans ces situations-là. Bonjour les gars, ça va bien? Bon courage. C'est un bijou qu'on a là. Cette modernité, ça nous a permis d'avancer très vite. Avancer très vite dans la matière. C'est une fierté et une lourde responsabilité que j'assume pleinement. Ça représente la vie, madame. C'est la vie. L'eau, c'est la vie. 11% du personnel de la CEAL est féminin, comme ces jeunes ingénieurs formés par leur entreprise et entièrement dévoués à la cause de l'accès à l'eau. Pas à m'imaginer ce que ça veut dire au quotidien d'avoir de l'eau 3 heures par jour. Est-ce que vous pouvez me raconter comment c'était? C'est grâce aux mamans, aux femmes de la maison qui se réveillaient, qui stockaient de l'eau, voilà, prenaient leur réserve. On prenait des douches à 3 heures du matin parce qu'il fallait réserver et prendre la douche en même temps. C'était très très compliqué, c'était beau à voir. Je pense que maintenant on profite beaucoup plus, qu'on n'a pas. En fait, on a tendance à oublier. On oublie d'ailleurs, dès qu'il y a une petite coupure d'eau, on est complètement dans la panique. Très exigeant. Voilà. Depuis mon passage au bureau de Plantu au Monde, j'attends avec impatience de rencontrer Dilem, son compagnon algérien de Cartooning for Peace. De lui, je n'ai vu jusque-là que ses dessins à la une du journal. J'ai peut-être une chance de le croiser à Bab El Oued, son quartier fétiche. رونالدو ام 21 سنه ما لعبش ابار زيدان كي بو فير سا ابار زيزو
Bon. Bon courage les jeunes. Salut Dilem. Putain. Madame. C'est le tout. Je savais que je pouvais vous trouver ici. Bab el Oued, c'est un endroit où vous aimez venir souvent? C'est pas un endroit, c'est l'endroit. C'est the place, c'est Bab el Oued. Bab, c'est la porte. Mais la porte dans le sens l'ouverture à. Bab, comment dirais-je, la traduction littérale est presque large. Tout ce qui a trait à de l'eau vive, de l'eau qui bouge, Alors peut-être on peut négocier avec les petits-enfants? Ou alors je les prends sur mes genoux? C'est pas sûr. Allez-y. Vous parlez arabe, vous y arriverez, sinon... Vous allez m'aider? Comptez pas sur moi. Je suis pas bon baratineur. اسمع معلش نقعدوا هنايا ما نديرونجيك. حشي لا نو تقدروا تريحوا. Je te confie la planète, d'accord? Je te donne la planète et tu joues avec, mais tu la protèges aussi, d'accord? Allez. فهمت ولا ما فهمت؟ Alors parce qu'il y a des Là, hein. قولها يعطيك قولها ميرسي مدام وراح. عطيها لي. Ali, l'eau dans la tête des gens en Algérie et à Alger en particulier, c'est quoi? J'ai peut-être cette déformation aussi que je le vois avec mon œil de dessinateur. J'ai traité aussi de ce sujet. Hein. On est quand même, j'imagine, le seul pays à avoir eu et à avoir toujours un ministre des ressources en eau. C'est quand même assez énorme. Et qui, apparemment, il était génial à ce poste-là ou quoi que ce soit, est devenu depuis peu, d'ailleurs depuis moins d'un mois, le Premier ministre de notre pays, Abdelmalek Salel. L'eau est quelque chose certes de super important. Alors j'ai retrouvé ça, je suis passée au journal tout à l'heure. Sympa. Et donc le directeur de la publication m'a donné ça, avec ce dessin qui vous a apparemment valu pas mal d'ennuis. Vous vous souvenez de ce dessin? Oui, bien sûr. L'Algérie traversait une période de sécheresse. Il est de coutume chez les musulmans à partir d'un moment où il n'y a plus d'eau, qu'on décide au niveau national, le ministère encore du culte, et décide d'appeler je mets un Algérien qui est censé prier le bon Dieu, et quelque part, à partir des nuages, une main qui sort. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter dans un pays comme l'Algérie où 100% de la population est musulmane. Vous avez quelque part suggéré, si ce n'est caricaturé, Dieu. C'était censé représenter la main de Dieu, faisant un doigt d'honneur aux gens. Si je ne le refaisais pas aujourd'hui, ça serait pour d'autres considérations. C'est plus par rapport à ce qui s'est passé autour des derniers dessins dits blasphématoires que parce qu'ils parlent de... Est-ce que le dessin de presse peut faire bouger les lignes, peut contribuer à changer une société, C'est clair. Oui. Mes dessins les plus populaires, c'est-à-dire ceux qui ont eu le plus de retours, c'est ceux qui touchent à la vie quotidienne des Algériens, notamment à l'eau. Je ne parlerai pas d'éveil des consciences à travers le dessin, mais s'il peut quand même fédérer quelques pensées autour de l'idée que l'eau quand même est quelque chose de super important et qu'il faut faire des choses, il faut construire, il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait des plans qui permettent à tout un chacun d'avoir accès quotidiennement à l'eau. Si le dessin... encore une fois, c'est tant mieux. Franchement, je me sens exister quand on me dit ça. Hein. Je me sens vraiment utile. La prochaine étape de mon enquête est à plus de 400 km au sud-est d'Alger. La traversée du massif des Aurès est émouvante. Ces chaînes de montagnes, qui culminent à plus de 2300 mètres, ne portent pas seulement en elles l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne. Elles sont l'un des berceaux pacifiques et éternels de l'eau dans ce pays. Comme un désir jaillissant de vie aux avant-postes du Sahara, les oueds, les rivières ont forcé le passage pendant les périodes de crue, faisant naître des oasis au cœur des vallées.
Biskra et son printemps éternel en est l'une des plus anciennes et des plus actives. Une place stratégique pour l'agriculture algérienne à la porte du Grand Sud. C'est ici que m'attend Abderrazak Kardraoui, un expert de la gestion de l'eau au Sahara. C'est vrai qu'il fait bon, hein, et en calèche c'est encore mieux. Le calèche, hein. Vous êtes né ici, vous? Oui, bien sûr. Moi, je suis né ici. Bon, je prenais le calèche à l'époque pour y aller, pour se déplacer. On se déplaçait en calèche. Moi, je ne m'attendais pas à voir autant d'arbres aux avant-postes comme ça du Sahara. Donc, pour les régions du Sud, elles se distinguent par 2 barrages, quand même. Le jardin public, c'est exceptionnel ici? Oui. Dans une région du Sud, c'est l'unique, hein, dans les régions sahariennes, même notamment dans les régions du Nord. On ne peut pas trouver un jardin de quelques hectares unique. Un thé? Un thé. Je me mets au thé depuis que je suis arrivée en Algérie. Oui, un thé. Ne sont plus utilisés aujourd'hui que pour les mariages. À moins de 14 centimes d'euros le litre de gasoil, les chevaux évoluent plutôt maintenant sous le capot des voitures. C'est bien. Je peux essayer? Allez-y. C'est bon. C'est un début. Un début, mais c'est bien. Merci bien. En tout cas pour cette balade. C'est chouette. Moi, C'est ici qu'elles sont produites? C'est la région de Biskra, la région de Tolga plus précisément. C'est là où il y a la dégletno. C'est l'une des meilleures dates, je dirais, du monde. C'est le produit agricole phare de la région? Oui, il y a à peu près 100 000 hectares irrigués. Hein. C'est important, qui représente quand même le 1/4 par rapport aux régions sahariennes. C'est stratégique alors ici? Ah oui. Il y a aussi de l'eau, c'est grâce à l'eau parce que élève à peu près 700 millions de mètres cubes d'eau par an à partir des nappes souterraines. C'est à partir de cette eau les meilleures dates au monde. C'est celle de Daguelet-Nord qui est due à la qualité de l'eau et aux qualités du sol. L'Algérie compte aujourd'hui 65 barrages. 25 d'entre eux ont été construits depuis la fin des années 90. D'ici 2016, il y en aura 14 de plus. Bon voilà, donc je vous présente monsieur le directeur des ressources en eau de la wilaya de Biskra. Bonjour, soyez les bienvenus, monsieur Selam Abdenour. Alors maintenant, vous êtes sur le site même du barrage Fontaine des Gazelles. Pourquoi la perle des gazelles? Pourquoi? Parce que dans le Sahara, dans le sud, c'est très rare qu'on trouve un site pour construire un barrage. Mais pourquoi avoir construit ce barrage ici? Pourquoi ce site était privilégié? Ce barrage, c'est surtout, il est fait uniquement pour l'irrigation et pour diminuer la pression sur les demandes de forage, sur l'exploitation intensive des ressources souterraines.
Donc là, c'est l'irrigation. Hein, c'est uniquement l'irrigation. C'est Voilà. donner de l'eau à la terre et pas... Parce qu'il n'y a pas de station de traitement des eaux ici. L'eau potable, elle est satisfaite à partir des forages. Donc on va puiser dans les eaux souterraines. D'accord. Voilà. Et notre politique actuellement, c'est de développer la construction de barrages. C'est une irrigation simple qui ne demande pas de l'énergie. D'accord? C'est une irrigation par gravité. Et l'eau est disponible parce qu'on est à l'aval de la chaîne des Aurès. Là où la pluviométrie dépasse 600 mm et là où pratiquement il neige tout le temps. Tous les hivers, il neige. Donc c'est la montagne qui donne de l'eau au ville en production de légumes de maraîchers. On a 80 000 serres et c'est des primeurs. Hein? La première wilaya à travers l'Algérie. Et ça fait notre fierté en tant que mobilisateur d'eau. Quelle place tient l'eau dans votre vie, j'allais dire de citoyen de Biskra et dans votre vie professionnelle aussi? Comme je suis hydraulicien de spécialité, donc c'est un bon métier que j'ai choisi et je ne le regrette pas. J'ai 32 ans de service, j'ai participé à la construction de barrages, la construction de transferts d'eau et mon enthousiasme, ma joie, c'est lorsque je creuse un forage et lorsque l'eau jaillit des profondeurs, à ce moment-là, je sens que je servis à quelque chose. En 13 ans, cette marche forcée vers l'accès à l'eau a coûté à l'État algérien 40 milliards de dollars. Ces services subissent la pression constante des agriculteurs qui veulent voir ces accès souterrains à l'or bleu se multiplier pour améliorer leurs revenus. On est au mois d'octobre, c'est la période? Oui, la fin octobre, c'est la meilleure période. قالت لك تسمى هذا هو الوقت اللي نحيو فيه ولا مازال؟ بس مرة بسبتمبر خالد. خالد هذا هو اللي طيب مليح. Fellah n'affiche pas une réussite aussi éclatante que celle du propriétaire de cette palmeraie. En 2010, Mohamed Atia a reçu de l'organisation arabe pour l'alimentation la palme du meilleur producteur de dattes. Donc, comment vous avez fait pour dompter cette terre puisqu'elle était difficile? الفرخ ما كانش حتى واش تشرب واش تحط مكان كيفاش حتى قول لي هكذا تنتج هي الاراده قد مثل الغبار. Il a dit que même l'oiseau autrefois n'avait rien à faire ici. Il n'y a ni eau ni verdure. L'irrigation se fait par submersion. Donc le forage il fait à peu près 10 litres seconde sur une profondeur de 300 mètres. C'est de l'eau potable? C'est de l'eau calcaire, oui. Puisqu'elle sort du forage. L'eau est gratuite maintenant en agriculture. Soit qu'elle est donnée à partir d'un barrage, soit qu'elle est donnée à partir d'un forage. Ça veut dire qu'un propriétaire comme celui de cette palmeraie ne paye pas l'eau? Il ne paye pas l'eau, il paye uniquement l'énergie. Pour l'instant, l'énergie utilisée, c'est l'électricité, donc le pétrole, le gaz. Mais l'Algérie est en train de développer un projet qu'on appelle Desertec. C'est un très grand projet pour réaliser des stations de 1000 mégawatts à partir de l'énergie solaire. Et ça sera une grande expérience, si on va toucher quelques énergies dans le pompage. L'énergie solaire, c'est une énergie d'abord gratuite, non polluante.
Ce qui est plutôt polluant, c'est de produire de l'énergie à partir du gaz, du pétrole, et faire sortir de l'eau, c'est encore plus polluant. Faire sortir beaucoup d'eau, c'est encore plus polluant, parce qu'un mètre cube d'eau soutiré va polluer 10 mètres cubes d'eau ailleurs, quelque part ailleurs. Préservons cette eau, même si elle existe, même si elle est en grande quantité, il faut bien la gérer. Voilà. Si le cœur de cet ingénieur hydraulique, presque à la retraite, penche pour le soleil, celui de l'Algérie, lui, penche clairement pour le pétrole et le gaz. Le coffre-fort du pays se trouve ici, dans le Grand Sud. La hausse du prix du baril permet à l'État algérien de rapprocher la partie la plus vaste, mais la moins peuplée du territoire, du principe fondamental de l'égalité de l'accès à l'eau contenu dans la Constitution. Un moyen de la population. L'eau, facteur d'équilibre et de paix sociale, mais à quel prix pour l'environnement? Avant mon départ, j'avais posé la question à Alger, au tout nouveau ministre des Ressources en eau. On a mis en place un cadrage en matière de préservation et de protection des ressources naturelles. Et principalement, la plus fragile, c'est l'eau. Parce que l'eau en Algérie, c'est une ressource qui est rare, inégalement répartie, mais qui a coûté beaucoup au budget de l'État. Nous sommes tous interpellés, soit comme citoyens ou comme... Tout le monde est interpellé et nous devons agir dans un élan de solidarité pour pouvoir ancrer cette culture au niveau du consommateur, cette culture ou du souci de l'économie de l'eau. Donc c'est vous dire tous les schémas que nous sommes en train de développer, qui sont programmés jusqu'à l'horizon 2030, tiennent compte de cette problématique. Ça veut dire que l'État pourra s'opposer ou s'oppose déjà à certains forages parce qu'ils sont nuisibles à l'environnement dans certains endroits du pays, dans certaines zones? Est-ce que vous refusez par... Les forages pour lesquels on intervient pour mettre un terme, c'est lorsqu'on juge qu'il y a nuisible à l'environnement. Et nous l'avons fait plusieurs fois. Et vous le ferez, vous aussi? Nous continuons à le faire si le besoin se présente. Si on constate qu'il y a une surexploitation qui peut provoquer un déséquilibre, nous agissons bien sûr pour pouvoir donc mettre un terme à cette situation. Nous offrons toujours l'alternative. L'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est de développer d'autres forages dans d'autres endroits qui ne posent pas de problème. Quitte à ce que ça coûte plus cher? Oui. C'est vrai qu'on a un grand Sahara et on a cette chance de disposer donc d'une véritable mer souterraine, hein, en raison de son volume, de son étendue, n'est-ce pas? C'est à la fois mais elle appelle à beaucoup d'obligations. Le Sahara, si peu béni des dieux par la pluie, renferme donc un véritable trésor hydrique. 40 000 milliards de mètres cubes d'eau, s'étendant sur plus d'1 million de kilomètres carrés. L'Algérie en possède plus de 70%, le reste s'étend sous la Libye et la Tunisie. Un réservoir d'eau potable mais fossile. Les trois pays ont mis en place un mécanisme de gestion transfrontalier placé sous la responsabilité de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Une première pour tenter de préserver le bien commun de l'humanité. À Gardaya, dans la vallée du Mzab, à plus de 600 km au sud d'Alger, l'eau a depuis 1000 ans ses garde-fous. Même les bâtiments les plus récents ont été construits à l'extérieur de la Palmeraie, comme pour la protéger d'une urbanisation galopante. À mon arrivée, elles sont, avec ces peignes fins faits de dalles de pierre plantées verticalement au pied des barrages, l'une des pièces maîtresses de l'un des plus anciens et savants systèmes inventés par les hommes du désert pour répartir une ressource en eau rachitique. Cette maîtrise traditionnelle de l'irrigation consiste à retenir une partie des eaux fluviales par des digues. Le trop-plein d'eau est alors canalisé vers la nappe phréatique. Réapprovisionnée, cette nappe est censée alimenter la Palmeraie pendant 3 ans par un système de puits artificiels.
À raison de 50 mm d'eau en moyenne par an, l'arrivée de la pluie peut aussi se transformer en cauchemar quand les eaux de l'Oued, soudain gonflées, dévastent tout sur leur passage. Alors depuis 7 siècles, les Mozabites, commerçants habiles et voyageurs, ont fait en sorte de dompter ce don de Dieu, transformant cette vallée du Mzab, si peu hospitalière, en un carrefour où l'on pouvait se nourrir et faire des affaires. Les experts, ils sont là 24 sur 24. 24 sur 24. Le barrage est rempli. Voilà la grande responsabilité des Oumana. Qu'est-ce que c'est? Ils voient les nuages. Encore il pleut. On est expérimenté dans les nuages. On va de loin. Ces nuages où il pleut, alors là, automatiquement, on diminue. Les gens respectent les Oumana. Une respect total. Ce qui dit, c'est comme ça. On sait qu'un amine, il va ni comme ça, ni comme ça. Le droit, c'est le droit. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est cette bête? C'est l'Oued, c'est l'eau. Le plus danger, l'eau et le feu. L'eau, il faut la caresser, il faut faire des bonnes études. Dans le bon sens du poil. Exactement. Parce que si on ne fait pas des études, on ne fait pas des barrages, ils nous en parlent. C'est des inondations. C'est les crues et c'est pas bon. Exactement. D'accord. Mais quand même, l'eau, tout le monde en veut. J'imagine que tout le monde veut de l'eau pour avoir les meilleurs palmeraies, les meilleures cultures. Je vais vous répondre à une question très importante. Très importante. C'est-à-dire, on va descendre tout à l'heure, vous allez voir comment on donne de l'eau à un jardin. Président de l'association des Oumana, expert en eau de père en fils, Yahya Boubaker n'en démord pas. Habitant de la vallée du Mzab. Vous m'emmenez là? Ici, c'est la palmerie de Ghardaya. On est souterrain actuellement, environ 22 mètres de hauteur. On est sous la palmeraie là? Oui. Donc finalement, on est sous la carte que vous m'avez montrée tout à l'heure. Oui. C'est ça, hein? Oui. Partage des eaux. Après le partage des eaux, ici c'est le partage de quartier ici. Pourquoi on a ajouté ça? Vous savez pourquoi? C'est-à-dire, ce quartier a besoin plus d'eau, beaucoup d'eau. Ils ont ajouté cette hauteur pour que la hauteur, cette eau, vienne ici. Voilà. C'est ça exactement. Quartier, en cas de surplus, se déverse ici. Automatique, tout est calculé. On peut rentrer de l'autre côté, à partir du parc, jusqu'ici à pied normal. Mais vous allez vous perdre. Ah, ça c'est sûr. Vous ne me laissez pas, hein? Non. Vous me laissez pas. Et l'eau, où elle est l'eau? L'eau. Quand il pleut. Donc, quand il pleut, c'est la plus grande fête. D'ailleurs, dans chaque prière, on prie Dieu pour avoir de l'eau, un oued. L'eau passe par ici. Ils tirent l'eau à Dodan, c'est plus la mode. C'est plus la mode, hein? C'est plus la mode, et puis la civilisation. Grâce à la civilisation, grâce à l'électricité, grâce à les pompes, là. Au lieu d'avoir ici 2 bêtes et un homme entre 8 heures, 10 heures, 12 heures, quand il est fatigué, il mange un peu de date là-bas avec un peu d'eau, et puis il revient quelqu'un qui le remplace. Eh ben alors, et en été, c'est la nuit. Personne ne supporte la chaleur. La nuit, c'est tout. Tous les jours. Allahu Akbar. Allah. Et cette jeunesse-là, vous pensez qu'elle aura le souci de préserver l'eau? Elle a déjà le souci de préserver l'eau. Mais où elle apprend ça? Au sein de la familiale déjà, à l'intérieur même de la famille. Animateur d'un forum citoyen, Aoumer Bakeli cherche lui aussi à établir des ponts entre les générations, entre les Mozabites et les autres communautés algériennes.
Je ne dis pas aux jeunes, écoutez, vous n'avez rien fait, eux ont tout fait. Non, ça c'est pas vrai. Je dis, vous êtes capable de faire mieux parce que vous avez les moyens qu'ils n'ont pas eu. Mais ça dépend des sociétés aussi, ça dépend des milieux, des cultures locales. Parce que l'Algérie est un pays à multiples facettes culturelles. Est-ce que les adultes ont assez de conscience pour savoir transmettre le flambeau? Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une transmission de savoir-faire? Oui, c'est ça qui est important. Et les régions qui ont réussi sont celles qui ont réussi à transmettre le flambeau. Parmi elles, c'est l'UNZA. Il y a un enjeu vital et qui touche toute la planète comme l'eau. Oui. Ça peut être le ferment qui rapproche. Exactement, mais c'est ça qui a en fait été le ferment déjà il y a 1000 ans de cela. Et s'il a continué, s'il a réussi à passer le millénaire, nous pensons aussi passer le deuxième millénaire, c'est grâce à cela aussi. À une conscience collective qui est intéressante aussi. Parce qu'il y a de nous, on n'est presque toutes pas de la région. Ah bon? Oui, voilà, on n'est pas de la région. Ah bon, vous venez d'où alors? Moi, je suis kabyle. Kabyle? Oui, mais sinon, j'ai de la famille kabyle, de la... Voilà. Le nord? Et toi? Ici. Ici? Oui. Mozambique, moi. Toi, tu es Mozambique. Toi, tu es le local de l'étape, alors. Oui. C'est ça? Dans ce grand lycée de Gardaïa, ces jeunes venus d'ailleurs évoquent le manque de liberté dans ce haut lieu de l'islam. Mais ils ont trouvé chez les Mozabites l'un des derniers remparts contre le gaspillage généralisé de l'eau en Algérie. Est-ce que vous avez l'impression que les gens, ici à Gardaïa, ont conscience que l'eau, c'est un bien précieux? Je dirais que le problème de la sécheresse d'eau en Algérie, c'est dû à la gestion. Oui, parce que les Algériens ont tendance à vraiment gaspiller. Pour le changer. Même c'est l'éducation à leurs enfants dès qu'ils sont petits, comment protéger l'eau, et ils leur disent pas que c'est nécessaire, il ne faut pas le gaspiller. Il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas, qui n'ont pas cette chance d'ouvrir le robinet et il y a de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui sont privés de cette... Ils ne leur expliquent pas. Pour moi, c'est une culture. C'est une culture. Il faut apprendre à l'enfant qu'il faut préserver. Que peut-être viendra le jour où il n'aura pas d'eau. Oui. C'est pas loin d'arriver. Oui. Préserver l'eau, tout comme préserver l'environnement, c'est une éducation, c'est une culture, c'est des principes. Voilà. Comme on dit, une seule main ne peut pas applaudir. Donc ensemble, je sais qu'on pourra faire quelque chose. Il faut changer ça. Qu'est-ce qui est marqué? Classement comme patrimoine de l'humanité. Classé depuis 82. Attention, la tête. Les gens trop courts, faites attention. Les gens longs, ils peuvent passer. On va se mettre là. Bien monter carrément. Là, là. Les gens utilisaient l'eau des puits. Il fallait aller chercher des puits, il fallait peiner pour avoir de l'eau. L'eau du puits, etc., on l'utilisait avec beaucoup de parcimonie. Et après, il y a eu un changement brutal. Quand on a, par hasard, débouché en voulant faire des forages pour l'exploitation de pétrole, on a foré dans une nappe fossile d'eau. Qui contient une quantité considérable d'eau, inimaginable. Et donc ils avaient perdu cette habitude d'économie excessif de l'eau, alors qu'on n'avait pas encore de réseau d'évacuation des eaux usées. Et il y a eu donc cette pollution énorme. C'est la punition du confort, finalement, ce que vous me racontez là. Absolument. Vous avez beaucoup d'enfants? Vous avez 4. 4? Oui. Combien de petits-enfants? Oh.
Presque la dizaine. Qu'est-ce que vous espérez pour eux? Que le Mzab continue à bien se porter. Et le pays tout et que la sagesse reprend le dessus sur la folie des hommes. C'est dans les faubourgs de Gardaïa, au marché à la criée de Beni-Ezgen, que je trouve ma première gerba. Cette gourde, en peau de chèvre, fait office de glacière du désert. Et ça va, je peux traverser le désert sans problème avec ça? Il faut mettre... C'est comme ensuite on le remplit. Ça se gonfle pas, ça sera... 1500 Il faut la suspendre. Nous avons donné vie à toute chose à partir de l'eau. Ok? Merci à toi. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Soyez pas en retard. Hein? Oui. Salut. Adrar, l'ultime étape de mon enquête, m'accueille dans un vent de sable digne du désert des Tartares. Jadis, cette oasis s'est développée grâce à la culture du blé, des dattes et de la tomate. Mais depuis 2008, l'industrie pétrolière a métamorphosé la capitale du Gourara. Cette wilaya, frontalière du Mali, abrite 480 000 habitants. À Bordeaux, Mararouz m'avait parlé de l'utilisation. Il avait aussi et surtout évoqué les manuscrits du désert. Ces livres, écrits en arabe par des savants de la région, remontent pour la plupart au Moyen-Âge. Plus de 4000 ouvrages. L'usure du temps n'a rien entamé de leur beauté. Ces manuscrits conservent la mémoire de l'eau du Grand Sud. نعم هناك كثير من المخطوطات التي لها علاقة بالماء من قريب أو من بعيد كما الحال بالنسبة إلى الغنية التي تهتم بشؤون القضاء وتهتم بشؤون المجتمع فيها الكثير من النوازل أو المسائل التي تتحدث عن نزاعات تتعلق بالماء وبالتالي من خلال هذه النزاعات استفدنا أو وقعنا في الكثير من الأمور المتعلقة بالماء سواء في قضية حسبته أو في قضية قسمته أو في الأمور المتعلقة به بصفة عامة وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني في بعض الأحيان يعني خطب الجمعة دائما تتنوع على حسب مشاكل المجتمع وبالتالي في بعض الأحيان بما أن الماء أصبحت له قيمة كبيرة وقيمة عالمية المواطنين ونحث كذلك المصلين في المسجد إلى الاهتمام بالماء والمحافظة عليه وعدم التبذير والإسراف فيه لأن ذلك ورد بنص الشرع. C'est à Tamantit, à une dizaine de kilomètres d'Adrar, que m'a donné rendez-vous Abdelkrim Benassan, un ami d'enfance d'Omar Harouz, le point de départ de mon enquête à Bordeaux. Cet ancien employé de l'industrie pétrolière préside l'association de sauvegarde des Fogaras. Il semble aux prises à de savants calculs. Alors le principe de parcours, il y a l'eau de la Fogara qui arrive sur une penne, et il y a le maître de l'eau, c'est le seul qui peut faire ce partage. Avec la Shelfa, bon, l'eau il rentre, il le distribue selon les propriétaires d'une façon très pointue, et c'est le seul qui peut le faire. Il le fait depuis des siècles, bon, de père en fils. Ça c'est très ancien, ça c'est le premier qui l'a fait. Lui, il travaille, ça c'est la Hellaba. Celle-là, il a 6 siècles. Ça, on n'a pas touché. Jusqu'à présent, on n'a même pas pensé à toucher parce que ça c'est un partage unique.
Ils l'ont hérité de père en fils, ça a été toujours comme ça. Et on est satisfait de ça, donc on n'a même pas pensé à modifier ça. Mais seulement, on a introduit une technologie pour l'irrigation traditionnelle. Ça, on est en train d'introduire l'énergie solaire, les pompes solaires et les panneaux solaires. Donc, on est en train, pour irriguer, pour gagner de la main-d'œuvre, pour gagner le... Donc, et on gagne 50% des terres irriguées. Les Fogaras offrent donc eux aussi un système ancestral de répartition de l'eau. Ce patrimoine, différent de celui de Gardaïa, est lui aussi en voie de disparition. Attachés à leur sud natal, ces jeunes ingénieurs militent pour sa sauvegarde. On est sur un jardin domestique ici? Oui, un jardin domestique. Donc finalement, les Fogaras, ça sert d'abord à ça, à permettre... C'est grâce à ces jardins qu'ils ont pu, depuis des siècles, assurer leurs besoins en matière de produits agricoles, etc. Donc cette agriculture, elle est destinée principalement à une autoconsommation. C'est une agriculture vivrière, exactement. C'est à cause de la difficulté de faire l'entretien de la Fogara, donc ils font appel à des nouveaux terrains agricoles avec des nouveaux moyens, des nouvelles techniques. Il y a maintenant de l'électricité, il y a aussi des forages, etc. Mais le problème, moi, ce qui se pose, c'est généralement la méconnaissance des systèmes d'irrigation et la méconnaissance des doses d'irrigation à apporter. Pour cela, on essaie dans l'association de trouver des solutions pour faire en parallèle, garder l'ancien patrimoine, les traditions, l'historique de cette Fogara comme patrimoine et en même temps d'introduire les nouvelles techniques. Et vous, c'est pour ça que vous vous mobilisez? Vous êtes une jeune ingénieure agronome, vous auriez pu miser sur l'agriculture moderne? Oui, mais je préfère Oasien parce que c'est un système ancestral. Il date depuis le Xe siècle à peu près. Si on est là, c'est grâce à ce système. C'est-à-dire c'est vraiment en hommage à ceux qui nous ont précédés, parce que si c'était pas eux, il n'y aura jamais les plus grands au monde et qui fait vivre 80% de la population d'Adrar autochtone. El Fogara, littéralement qui jaillit. Ce dédale de galeries souterraines permet de drainer l'eau du sous-sol et de l'amener par gravité à la surface, alimentant la terre avec parcimonie et équité. Ce chef-d'œuvre du génie humain naît dans la moitié des 1400 Fogaras d'Adrar sont aujourd'hui taris. Le moteur a remplacé la main de l'homme pour tenter de sauver ces étroits couloirs de vie dans les entrailles du Sahara. Alors c'est ça. Voilà, on est arrivé sur la Fogara. Si vous voulez descendre, bon, vous allez mettre le casque. Je peux descendre là-dedans? Oui, c'est facile. C'est facile, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Ok. Donc on essaie. Donc vous tenez ici. Voilà, doucement. Bien sûr, directement, oui. C'est pas loin, c'est... À droite ou à gauche, qu'est-ce qu'il m'avait dit? On est sorti encore. Il faut continuer. Épouser les courbes du sous-sol. J'ai vraiment l'impression d'être dans les entrailles. Combien ils m'ont dit? 20 km de galerie comme ça. On va avoir des gens. Les traces des gens qui ont creusé ça avec des... Ah, enfin la lumière du soleil. Ouf. Ça va? Ça va, ça a été? Mais pas trop difficile. Quelle expérience extraordinaire. Ouais, il faut seulement le Vraiment. courage. Oui. Non, mais c'est surtout
que je pense aux gens. Oui, on Vous marche. jouiez ensemble? Ouais, quand je connais son père. On peut aller boire un thé là parce que... Oui, il est déjà pris sous la tente. Allez, super. On y va? Oui. Qu'est-ce qu'on voit là? À quoi ça sert ces tuyaux là? Ça, c'est le système d'irrigation goutte à goutte. Ah oui, c'est le Kirak le best. Bonjour, Christine. Oui, Harouz, Ali. Ali! Enfin, tous ces kilomètres pour vous voir. Son autre frère, puis sa mère, nous rejoignent sous la caïma. L'échange va se poursuivre jusqu'au coucher du soleil. Il y a tant à dire sur l'héritage d'un père plus visionnaire que les autres. Son rêve de voir classer les Fogaras au patrimoine mondial de l'humanité se réalisera peut-être un jour. C'est ainsi, à 500 km de la achève maquette pacifique de l'eau en Algérie. Un retour aux sources marqué par les notions de partage, de rapprochement entre les peuples, au-delà des frontières et des déchirures de l'histoire. Parce qu'elle est immense et belle, parce qu'elle est jeune et riche, l'Algérie a encore cette chance de pouvoir choisir entre le mirage, certes séduisant mais éphémère, de nouvelles sources d'énergie fossile, ou la puissance exigeante mais éternelle du soleil pour préserver cette fantastique réserve d'eau que porte en son sein à ce désert. Il me reste pour rentrer quelques litres d'eau dans ma gerba et surtout à l'aube, l'amour qui sait donner au reste du monde. À bientôt pour une nouvelle émission des enquêtes d'Ushuaïa TV. À bientôt. Jardin. Poussez les portes.